Est-ce que le timing est opportun pour rentrer sur Sopra Steria Group? On va regarder ça ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de Sopra Steria. Finalement, on est quand même proche des plus hauts, hein. Moi, je pensais qu'on aurait beaucoup plus dévissé que ça, mais en fait, bon, le cours de Sopra, c'est assez régulier. En 10 ans, on est passé de 72 euros à 200 euros. C'est pas une énorme performance, hein, pour ce que je dise, mais on va regarder s'il y a quand même de la marge. Là, on est quand même pas loin des plus hauts. Est-ce que c'est encore bon pour entrer sur cette entreprise? On va regarder ça. Donc, on est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires à 7,7%, ce qui est convenable, hein. C'est de la croissance organique aussi bien qu'externe, hein, surtout externe. Il y a des grosses acquisitions quand même. Ici, en 2023, on a doublé quasiment, donc ils ont fait une grosse acquisition. Malgré cela, sur 2024, on a fait une décroissance. Donc, le secteur des ESN est en difficulté encore, mais je pense que ça s'améliore, hein. Les publications commencent à être un peu mieux. Donc, la publication d'Accenture que j'avais regardée la dernière fois, était pas si mal. Donc moi, je pense que le secteur est prêt pour une reprise. Il faudrait maintenant que les clients, qui sont les grands donneurs d'ordre, qui font des projets IT et ben, commencent à passer des commandes pour remplir les carnets de commandes. Bon, donc on fait une décroissance sur, 2024. À suivre, je pense qu'on va ça va s'améliorer par la suite. L'évolution des taux de marge. Ah, là, c'est pas mal, hein. On est sur un taux de marge en augmentation sur le taux de marge brut. Alors, il est faible, hein, sur le taux de marge brut, on est à 15, mais là-dedans, en fait, il y a le salaire des ingénieurs. Donc, ils arrivent quand même, à baisser leurs coûts. Donc ils arrivent peut-être à augmenter leurs prestations ou baisser leurs coûts. Malheureusement, ça veut dire aussi, maintenir les salaires bas. Bon, c'est ce qu'il en est, hein, pour les ingénieurs en France, c'est pas très attractif. Donc ils sont obligés d'aller chercher maintenant des ingénieurs dans des pays, un peu moins coûteux. Bon, tant qu'ils sont francophones, ça doit pouvoir marcher. Et puis ils sont beaucoup à l'international, hein, sur Prestataire, ils sont aussi, en Inde, comme, pas mal des ESN. Le taux de marge d'EBITDA est en hausse, 11. Ça suit bien, ça suit globalement le taux de marge brut, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle. Ça, c'est encourageant. Taux de marge net à 4,3%, c'est pas très élevé, mais si on regarde, à mon avis, le taux de marge de free cash flow, hop, on est pas si mal, on est à 10, hein, c'est bien, hein, on est quasiment au plus haut sur le taux de marge de free cash flow. Donc ces derniers temps, il y a beaucoup moins de croissance, donc on dégage du free cash flow on va pas réinvestir du cash dans les activités s'il y a pas de croissance. Donc ça fait monter les free cash flow qui sont ensuite redistribués, qui devraient en tout cas être redistribués aux actionnaires. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que globalement, c'est intéressant quand même, Sopra Steria. Il ne faut pas trop, à mon avis, s'arrêter au bénéfice net, parce que je pense que les free cash flow représentent mieux ce que gagne réellement l'entreprise, et ils sont quand même fortement haussiers depuis 10 ans. Donc c'est pas mal, hein, les taux de marge, c'est bien géré comme entreprise. La conversion des bénéfices nets en free cash flow. Donc ça, on s'y attendait, free cash flow supérieur au bénéfice net, mais même au double, hein, donc ça, c'est intéressant. Est-ce que l'entreprise est BFR négatif? Oui. Donc ça, faut qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, mais c'est exceptionnel c'est très, très bien d'être une entreprise, BFR négatif. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de faire payer ses clients avant de devoir payer ses fournisseurs. Ça veut aussi dire ça donne une idée du rapport de force de l'entreprise par rapport, à ses clients et ses fournisseurs. Donc, Sopra Steria arrive, à faire payer ses clients et donc à faire financer son activité, ses opérations par ses clients. Donc en fait, elle n'a pas besoin, par exemple, d'avancer les salaires de ses ingénieurs pour ensuite les faire travailler et être payés sur les comptes de ses clients. Non, là, c'est les clients qui donnent des acomptes. Avec cet acompte, elle peut payer ses ingénieurs. Donc ça, c'est excellent. Est-ce que la variation du BFR est toujours correcte pour l'entreprise? Oui, en 10 ans, ça a quand même, cette variation a bien été négative. Donc, en fait, on améliore le besoin en fonds de roulement. Donc, on diminue de plus en plus le besoin en fonds de roulement, ce qui est excellent. Ça nous montre que l'entreprise a du pouvoir, de plus en plus de pouvoir par rapport à ses clients et ses fournisseurs. Donc ça, c'est très bien. Si vous regardez maintenant les dépréciations amortissements versus la dépense en capital, bon, les dépréciations amortissements sont en forte hausse par rapport aux dépenses en capital. Il n'y a pas besoin de faire une énorme dépense en capital quand on a une SS2I, hein, en fait. Ils avaient Sopra un segment d'activité qui était plus logiciel. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, je n'ai pas suivi les évolutions du périmètre de Sopra Steria, mais je pense qu'ils investissent beaucoup moins dans le logiciel qu'avant. Ils se sont recentrés plus sur du conseil. Donc, c'est normal que dépréciation et amortissement augmentent comme ça. Et donc, ça génère du free cash flow en excès, hein, par rapport aux dépenses en capital. Et si vous regardez les Ozone Cash Items, il y en a pour 2 milliards également. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aucune idée. Il faut aller regarder les tableaux de flux de trésorerie. Donc, ça peut être des dépréciations du goodwill, des provisions exceptionnelles, etc. Il faut regarder. Donc là, ça vous donne bien 4 milliards à peu près de décalage. Donc là, vous avez une partie d'explication. Vous n'avez pas explication en entier
Donc il fallait voir dans les tableaux de trésorerie ce qui se passe pour en avoir le cœur net. Bon, en tout cas, pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flow, que ce soit la valeur d'entreprise sur free cash flow, vous n'avez pas l'information dans le logiciel ici, ou la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon. Alors, la rentabilité opérationnelle en termes de rendement des capitaux investis au plus haut depuis 10 ans, exceptionnel. Si on dézoome un petit peu, donc on a eu des périodes où c'était quand même plus important, hein. Ici c'est quoi, 2014, mais sinon, depuis 10 ans, en fait, c'est plutôt bien, hein. Ça s'est bien amélioré. La médiane est à 9%, maintenant on est à 12,7%. Donc là, en fait, on génère du cash, en tout cas sur les derniers trimestres et sur les derniers semestres, vu qu'il y a plus beaucoup de croissance, vu que ça ralentit un petit peu, on a dégagé énormément de cash. Donc après, ça permet de se désendetter, ça permet de faire des acquisitions, de rémunérer l'actionnaire, et cetera. Donc très bien, bonne rentabilité. Ensuite, l'endettement. On est sur 811 millions. Bah voilà, hein, on a le résultat de quand on est très rentable, il y a pas beaucoup de croissance ponctuellement. Bon, ben hop, on fait tomber la dette, comme ça on peut la rembourser tranquille. Une fois, allez, 1,2 fois l'EBITDA en dette nette, donc c'est pas trop endetté. Quasiment 1,5 peut-être, allez, 1,3 fois les free cash flow. Donc très gérable cette dette. À mon avis, elle va continuer à baisser tranquillement pour tomber à zéro, sauf s'il trouve des opportunités d'investissement, bien entendu. Il doit y en avoir, hein. Là, du coup, on est en bas de cycle, donc peut-être là, ils ont de la marge de manœuvre pour faire à nouveau des acquisitions. La rémunération de l'actionnaire, maintenant, on est sur un dividende de 94 millions et des free cash flow de 582 millions. Donc, autant dire que le dividende, il a largement de la place pour augmenter, hein. Ils font des rachats d'actions, donc il faut aller vérifier est-ce que ces actions sont annulées derrière. Si c'est le cas, la rentabilité, le rendement de l'actionnaire est énorme, hein. Donc là, en fait, le logiciel de calcul de rendement de l'actionnaire, il prend en compte les actions qui sont rachetées, sauf que ça a de sens que si les actions sont annulées. Et donc ça, il faut regarder. Donc, parce que là, c'est les shares outstanding, c'est-à-dire en circulation. Mais en fait, on peut avoir des actions en autocontrôle, hein, treasury stock en anglais. Si vous regardez, alors c'est plutôt, il faut regarder sur le dernier quarter. Donc là, le treasury stock a baissé. Donc, non, il est en augmentation. Donc là, pour l'instant, ils ont racheté des actions. Donc on l'a que à la fin 2024. Donc ils rachètent des actions. En tout cas, là, ils ont racheté des actions. On n'a pas l'info. Il faudrait que le treasury stock diminue pour dire qu'en fait, ils ont annulé ces actions. Donc là, on ne peut pas le savoir. En tout cas, s'ils rachètent et qu'ils annulent, on a vraiment l'actionnaire à 5,8%, ce qui est quand même très intéressant au niveau actuel. Ce dividende est très soutenable, donc il n'y a pas de problème, hein. On est pas mal sur Sopra. On va regarder la valorisation en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, en médiane sur 10 ans, ça se paye 8 fois. Là, vous êtes à 6,4. Bon, il y a eu possibilité d'avoir à 5,1 fois, mais ça, maintenant, c'est un peu terminé. À 6,4, vous avez toujours 25%, 25 à 30% de décote par rapport à une médiane qui, en soi, n'est pas très élevée, hein. 8 fois, c'est pas très élevé. Donc, voilà, hein, il y a du potentiel, hein, sur Sopra. Et ça sera la conclusion. Même si le cours est pas si loin des plus hauts, la valorisation, elle, est encore très loin des plus hauts. Donc, il y a un bon potentiel sur Sopra. Il y a une bonne rémunération d'actionnaire pour patienter. Maintenant, le cycle de ESM, il faut qu'il se reprenne. Pour l'instant, c'est poussif, mais moi je vois des signes de reprise. Après, je peux me tromper évidemment, mais je pense qu'il y a quand même un bon potentiel sur les quelques prochaines années pour Sopra Steria et pour l'ensemble du secteur des entreprises de services numériques au sens large, hein. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.